il s'agit donc du projet d'Emmaüs qui voulait reconditionner, restructurer son site de Saint-Jean-de-Lumière, qui est l'implantation d'Emmaüs sur Angers, et qui a une trentaine, entre 30 et 40 compagnons ou résidents sur site. C'est ce que l'on voit là, c'est cela et cela, leur hébergement, qui a en service concédé une déchetterie ici, qui a des ateliers de tri qui sont sur ces zones-là, qui sont des vieux bâtiments, soit préface, soit les anciens bâtiments de la ferme qui a été réutilisée il y a une quarantaine d'années. 2 salles de vente, une salle de vente qui a 12 ans, une salle de vente plus ancienne qui est là, qui est couverte en avion de ciment, et l'ancienne ferme qui est transformée en service commun avec l'administration ici, une salle de réunion en partie haute, et leur restaurant et cuisine. Donc on se trouvait avec un programme qui touche à plusieurs types de législation, puisqu'on a de l'habitat, on a des ERP et on a de la législation du travail. Je prends le temps de préciser ça parce que chacun de ces bâtiments-là, au délit, a des objectifs thermiques et des conditions de sécurité différentes. Donc c'était une sorte de concours sur note d'intention qui a été lancé. Il y a eu une quinzaine d'équipes d'archi et compagnies qui se sont présentées. Ils en ont retenu 5. Et donc on a été retenu au bout. À mon grand étonnement, en fait, on a été retenu sur le fait que j'ai mis au centre du sujet le réemploi. Partons du principe et partant du concept initial que j'avais gardé en moi depuis un chantier de jeunesse à l'époque où j'en faisais partie. Voilà. Et j'avais quelques temps, voilà. Et où le principe d'Emmaüs, c'est de dire, à l'époque des vagabonds, des gens qui étaient vraiment dans le 30e dessous, la société vous a considéré comme des déchets, vous allez prouver que vous n'êtes pas des déchets, en allant chercher les déchets, tout ce que rejette la société, et en les valorisant. En les valorisant, vous allez vous valoriser et montrer que vous n'êtes pas des déchets. C'est cette espèce de cycle. J'avais en tête cette chose-là, et je me suis dit, on entend parler de réemploi, c'est très difficile, il n'y a pas de filière, il y a plein d'obstacles, que ce soit des obstacles techniques, assurantiels, de gestion des flux, etc. etc. C'est le moment où jamais de tenter le coup. Donc j'ai proposé ça. Donc en surprise, pas envisagé au départ de le faire en réemploi, alors que j'ai appris depuis qu'ils en ont fait d'ailleurs, mais bon, c'était pas un truc. Et donc ils se sont dit, banco, il va. Voilà. Alors c'est donc cette chose-là. Donc, voilà, ça va vite. Donc, ils avaient fait un gros travail de programmation en interne entre les compagnons et les bénévoles. Il y a, je vous disais, une trentaine de compagnons, 30 à 40 compagnons selon les cas, et une centaine de bénévoles actuellement sur ce site. Et ils ont fait un gros programme de programmation, un gros travail de programmation, qui nous a évité de passer un an à discuter avec les gens de la communauté pour savoir dans quel sens on faisait les choses, etc. Certaines des équipes ont proposé de reprendre la programmation. Mauvaise idée. Parce que c'est eux qui disent si on te retient ou pas. Mauvaise idée. Mauvais placement. Donc, moi j'ai dit très bien votre programmation, et je pense qu'effectivement c'est très bien. Parce qu'on est parti déjà avec tout le travail qu'ils avaient fait de façon opérationnelle sur le terrain. Donc, ça consistait à dire, on fait une nouvelle salle de vente qui va se brancher à celle-ci, enfin, en plus grande proximité avec la salle de vente numéro 1 qui est conservée. On utilise l'ancienne salle de vente, qui était en fait la plus récente à l'époque, pour en faire des ateliers. Les ateliers qui sont là, on voit ce qu'on en fait, on les affectera à terme, etc., etc. Et puis, on fait une extension du restaurant, qui est le restaurant salle à manger. Ce n'est pas un restaurant public, c'est le restaurant de la communauté. Puis on fait des extensions à la marge, on remet ça aux normes incendie, etc., etc. Donc,
parti là-dessus. Sur la partie restaurant proprement dite, je vais tout de suite vous parler du réemploi, puisque... Non, je vais vous parler d'abord d'une chose, c'est qu'on a proposé d'abord un projet qui, un petit peu comme une partition de musique contemporaine, on a une grille d'improvisation. C'est-à-dire qu'on a dit aux gens, voilà, on vous fait un projet, il y a les bonnes surfaces, il y a les bons fonctionnements, il y a les bonnes issues de secours, il y a les classements de ci, il y a les classements de ça, il y a une image approximative de la façon dont on va traiter ça. Et en fonction de la cueillette, c'est-à-dire en fonction de ce qu'on va ramasser au fur et à mesure comme éléments de réemploi possible, on va les intégrer ou les rejeter. Et on va avancer comme ça. Donc, on a fait un permis de construire qui n'est pas ce que l'on a construit. Pas tout à fait. Donc, voilà. Et on a, dans la note de présentation du permis à l'administration, on a dit voilà ce qu'on va faire, mais c'est pas ça qu'on va faire. C'est une idée générale. Et l'administration a joué le jeu. Donc, dans ce cas de la Salangée, on est donc en habitat, donc avec des obligations du point de vue thermique, donc, et moins d'obligations du point de vue sécurité, RP, etc. On a réutilisé les poutres qui tiennent donc, notre terrasse, qui viennent de l'ancienne patinoire de Haras, des poutres qui ont été reconditionnées avec la complicité active de quelqu'un qui doit être par là d'ailleurs, qui était dans l'équipe, qui était dans l'équipe qui travaillait sur le Haras. Les fenêtres viennent de la chaîne de fabrication Bouvet, qui sont des refus pour défaut de dimensionnement, des dimensions fausses, donc c'est éjecté en sortie en contrôle de qualité, et ça aurait pu être retransformé en copeaux. Le sol est entièrement récupéré depuis un sol sportif d'un gymnase de Rennes. Qu'est-ce que j'oublie? C'est un parquet châtaignier massif, monsieur, phoniquement. Isolation paille sur une ossature bois qui, elle, est neuve. L'isolation paille a été mise en œuvre avec Nicolas qui est par là, qui voilà, en chantier participatif. Et voilà, qu'est-ce que j'ai encore? Les sanitaires PMR, CHU d'Angers. Alors ça, c'était dans nos rêves parce que il y a eu une mésaventure sur la récupération. Le bardage du bois extérieur, donc je vous redis la même chose, c'est la même chose, c'est donc ces poutres-là, l'ossature bois, l'isolation paille, les fenêtres en récupération. Voilà ce que ça donne au final. Nos grandes poutres lamellées collées nous ont permis de sortir un encorbellement pour protéger aux ensoleillements d'été. Ça marche aussi bien qu'on peut l'espérer. On a un ensoleillement maximum vraiment au niveau des allées à peu près. On arrive à peu près là quand on est en plein canyon. Donc tout ce que vous voyez comme menuiserie ici sont des menuiseries de réforme. Le Douglas est du sorti de parc, des choses qui étaient en refus, qui n'étaient plus vendables parce qu'on avait des nuançages, ça avait passé trop de temps, il y avait des pièces tordues, etc. Vous voyez ici le sol sportif qu'on a récupéré, les éléments en sous-tenseur de la charpente ont été reconditionnés, coupés en fonction de ce qu'on allait en faire après. Le chantier participatif, Nicolas au premier plan. Donc les gens qui ont été invités à faire donc, acte de candidature, et ça a été mis en œuvre en 4 jours, c'est ça? Celui-là, 3, ouais. Et je dois dire que la production, c'est effectivement un mur isolé, mais la production principale, c'est la dopamine. Et tu parlais du facteur humain, c'est d'une manière générale sur ce chantier ce que je retiens en premier lieu. Il y a une ambiance de fou.
J'avance. Oui, alors pour faire, donc on voit la mise en œuvre du chantier, du parquet de récupération, qui a été décomposé en éléments manuportables, recomposé et reponcé sur place. On a perdu les tracés qui auraient pu faire un motif rigolo et aléatoire, mais ça voulait dire qu'on aurait eu un terrain vague aussi. Ici, vous avez des éléments qui viennent de gens qui s'appellent déjà comme qui font des camping-cars, je ne sais plus, à Adrien d'ailleurs, et qui nous servent de pare-choc au niveau des tables. Ici, on a un petit hommage au greenwashing, partout visible, par exemple quand on construit des arbres en béton de 35 mètres de haut, ou autre situation comme ça. Petit hommage au greenwashing qui donc est mis pour rappeler qu'on a de la paille en épaisseur d'isolation dans le restaurant, que j'ai proposé d'appeler la paille ou la poutre. Pour l'instant, j'ai pas. La paille et la poutre. Voilà. Là, ça c'est le restaurant une fois fait. Et on dit qu'il y a plusieurs fonctions, qui peut aussi faire salle des fêtes quand ils font une fête ou une conférence ou une projection, etc. Et qui du point de vue du point de vue acoustique, c'est super performant puisqu'on a du réemploi, d'accord, mais c'est des matériaux nobles. Tu as fait 10 minutes sur 20. Merci. Alors, ici c'est des ateliers qui sont faits selon un concept de boîte dans la boîte. J'ai pas de coupe, j'ai des plans, mais j'ai pas de coupe. C'est une grande halle dans laquelle on refait des boîtes qui sont isolées. Dans ces boîtes, il y a la zone vraiment active du tri, le tri qui arrive de la ressourcerie qui est à côté, non pas la ressourcerie, la déchetterie qui est en même temps un élément de tri, et les dômes qui arrivent comme ça, qui sont empilés donc dans une zone tampon de départ, qui passent dans une halle centrale avec les pallbox qui sont positionnés comme ça, qui ont les ateliers spécialisés de chaque côté. Et quand ça ressort, il y a tout ce qui retourne vers la déchetterie, tout ce qui s'en va vers la vente, qui est stocké à nouveau sur un espace tampon en sortie et qui s'en va vers les espaces de vente qui sont là-haut. Donc, boîte dans la boîte, isolation paille sur tous les murs extérieurs, cloisonnement issu du CCI Pierre Cointreau qui changeait ses cloisonnements, donc on a repris tous les cloisonnements de bureaux. On a renforcé en partie basse pour éviter les chocs, parce que les gens qui trient sont susceptibles d'être plus enthousiastes que les gens qui travaillent dans les bureaux. Porte coulissante CHU d'Angers, revêtement, oui c'est le groupe pilote dont je parlais tout à l'heure. On a utilisé beaucoup de contreplaqué, soit en pare-choc pour ce qui est des ateliers, soit en pare-choc pour ce qui est de la salle de vente qu'on va voir après. Beaucoup de ces choses-là pour habiller toutes les zones de contact. C'est ce que vous voyez ici. Voilà. Ça, c'est des menuiseries issues de l'hôtel départemental, de la rénovation de l'aile Célestin-Port, qui étaient des fenêtres en double vitrage, mais façon années 80, donc qui ne correspondaient plus aux critères de confort de bureau que l'hôtel du département veut être exemplaire. Donc on a récupéré ça, on les a mis dans plusieurs endroits, à la fois dans les ateliers et dans la salle de vente. Ça, c'est la manière dont on a réutilisé l'ancienne salle de vente, qui est maintenant dans les ateliers. C'est en fait le plus gros réemploi. Le réemploi, c'est d'utiliser quelque chose qui existe déjà. Le premier poste de réemploi, voilà, c'est l'intervention qu'on a fait. À l'intérieur, on voit l'ossature pour intérieur qui est amené à faire une boîte dans la boîte, qui va être là. Les ateliers sont là. L'allée de distribution est ici. Et cela, c'est la nouvelle salle de vente qui aurait dû être faite à partir de la structure du gymnase cousin, l'ancien gymnase des usines Bessonneau. Je vous raconterai ça tout à l'heure.
et qui, pour des raisons de sécurité, n'a pas pu être utilisé. On a donc été obligé d'utiliser une structure générale neuve, en bois, sur laquelle on a réutilisé nos histoires de bardage, pas de réemploi, mais de fin de stock. On a de l'ossature bois en habillage, j'ai plus de pile ici, il est du réemploi partout, sauf ici, où on a ce qu'on a appelé la façade manifeste. Pourquoi manifeste? Parce que c'est la façade d'arrivée, depuis le parking du public, d'arriver sur le site. Et on en a fait un patchwork utilisant des menuiseries qui viennent de la cueillette. Ce que j'appelle la cueillette, c'est l'appel aux dons des gens qui ont mis à disposition des menuiseries de différentes époques. Ce qui fait qu'on a une espèce de rappel de ce que peut être la menuiserie depuis 3 siècles, puisque la menuiserie la plus ancienne mise en œuvre est du XVIIIe, entièrement rénovée, elle n'est pas encore tout à fait, elle est encore un peu massacrée. On a aussi des menuiseries néo-gothiques qui sont déposées à la maison d'Adam, c'est en train de se faire, j'ai fait le transfert jeudi dernier. On a du néo-gothique, non ça c'est pas du néo-gothique, c'est du 18e qui vient de l'hôtel Charnière-Elouette, place Impact. On a du néo-rien du tout du 20e qui vient des différents. On en a beaucoup, il y a beaucoup de néo-rien du tout. Et voilà, tout ce monde-là, ça fait une espèce de, soit, selon les opinions, soit une cacophonie, soit une sorte de dialogue et d'évocation de ce qu'a été ce qu'on pourrait appeler l'art de la menuiserie, puisque c'est ce qui nous sépare de l'extérieur, ce qui fait rentrer le jour, qui fait rentrer l'air, qui fait tout ça, c'est énorme comme fonction. Et on en fait donc un passeport qui est mis en œuvre ici, en chantier participatif, avec les gens établis, et puis les volontaires qui se sont prêtés au jeu, compagnons ou non. Voilà. Et donc c'est pareil, superbe expérience de mise en œuvre. Voilà. L'extérieur a un stade intermédiaire, puisqu'il manque encore les menuiseries du château de Champ d'Oiseau qui sont là, un certain nombre de plaques, là ça vient de la maison d'Adam, mais disons qu'on commence à saisir les choses. Sur le rampant, la façade là est orientée plein sud, avec une visière qui bloque l'enseignement direct. La toiture est un seul grand capteur photovoltaïque à financement participatif et citoyen, qui a donc été financé en externe. Emmaüs met à disposition son toit. Tous les parkings sont couverts par des ombrières, avec là du coup les gens du département qui ont un financement public sur ces choses-là, aussi en photovoltaïque. Ce que vous voyez là, ce ne sont pas des éléments de protection de chantier, du moins c'est ça, mais ce sera bientôt des bancs qu'on aura récupérés, je ne sais pas où, parce qu'on les a pas encore. Mais c'est pour empêcher que les gens approchent trop, notamment avec les épinards d'embarque, la visière. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Oui, ça, cette façade-là, évidemment, n'est pas étanche. Donc on a fait, c'est en fait une façade de double pot, séparée de 60 cm. Ça, c'est une façade manifeste, qui est étanche comme elle peut. Elle est étanche à l'eau, en gros étanche à l'air. Et entre les deux, on a un espace d'exposition de ce qui sera les objets qui seront en vente en ligne, en fait. Et puis à l'intérieur, on a ça, voilà, une façade qui, elle aussi, est composite, alternativement avec les menuiseries qui viennent de l'hôtel du département, et puis des pavés de verre composés en arlequin évolutif entre le fond et le retour vers la caisse. Plus on va vers la caisse, plus c'est coloré, et qui donne à l'intérieur une espèce d'ambiance colorée marrante et château. Voilà. Je sens que c'est la fin. Et ça, c'est l'autre salle de vente qui est en fait, on a fait un léger lifting pour éviter que les pompiers soient très tristes. Puis ça, c'est différent, réemploi,
au final, 61 tonnes de matériaux manufacturés réemployés, ce qui veut dire 1830 tonnes de matière vierge, à quoi il faut rajouter environ 1800 tonnes de matériaux concassés qui nous servent de sous-chaussée, qui servent enfin j'allais dire dalle, mais c'est pas une dalle puisque c'est un vêtement routier dans la salle de vente. Voilà, et évidemment on n'a pas pesé le bâtiment qu'on réemploie, les bâtiments qu'on réemploie, on n'a pas de balance disponible, mais c'est en fait le plus gros réemploi, c'est ça. Ne pas détruire des choses qui existent. C'est la dernière slide, il y en a d'autres? Non, voilà, tu vois. Voilà, ça c'est direction. Applaudissements. Comme tout à l'heure, un échange, je vais récupérer ce micro, c'est un petit feedback. Est-ce qu'il y a une première question dans la salle? Si vous voulez à nouveau vous présenter. Bonjour, Christophe Banès, AEC d'architecture. Dans le chantier que tu nous as présenté, il y a l'espace temporalité qui serait intéressant que tu nous parles, puisqu'il y a des matériaux qui ont été récupérés et d'autres qui sont encore en attente. Et le chantier est très énigmatique pour nous, confrères architectes, n'ayant pas fait effectivement un chantier du même niveau que le tien. L'espace temporalité, notamment tu as parlé des poutres lamellées reconditionnées du Haras, l'ancienne patinoire du Haras. Comment ça s'est passé tout ça? Parce qu'évidemment, tu récupères des choses, d'autres arrivent en cours, d'autres sont toujours pas là. Donc j'imagine que le projet, évidemment, il y a un espace-temps important. Et pendant que le micro revient, en fait, c'est le travail de l'architecte. Sur le réemploi, on entend parfois des gens nous dire mais j'ai refait 2 fois, 3 fois, 4 fois le plan. Et donc c'est ça qui est un peu mystérieux parce qu'effectivement ça dépend des cotes et on ne peut pas savoir à l'avance si le parquet va faire tant de millimètres ou le double. Donc est-ce que vous passez votre temps à refaire les plans? Et donc l'espace-temps, comment on s'y prend? Alors d'abord l'architecture et après on va parler de la filière. Oui, alors. Ça se déclenche. Alors oui, c'est un sujet multiple, hein, puisque comme on est sur une filière qui est quand même balbutiante, donc il n'y a pas de gisement. Et donc on a lancé la cueillette dès qu'on a eu les avant-projets, avant même d'avoir déposé le permis. Ok. Lancer la cueillette, ça veut dire quoi? Annonce dans le journal, mobilisation des réseaux, que ce soit les mails, que ce soit les nôtres, que ce soit les confrères, que ce soit les ABF, que ce soit tout ça, en leur disant on va avoir besoin de tant de mètres carrés de toiture, tant de mètres carrés de toutes sortes de choses. Matière Grise, qui est l'association qui était dans l'équipe avec nous, a mis quelqu'un pratiquement 6 mois à temps plein à courir les annonces etc. Donc il fait tête chercheuse, Matière Grise. Comment il procède? Alors, il procède de différentes manières. Il exploite les retours de nos appels à don des différents maîtres d'ouvrage. Il cherche sur Internet. Il se renseigne sur les différents noms. Il cherche. Et puis une fois qu'ils ont trouvé des choses possibles, à ce moment-là, ils essayent d'avoir des photos, parce que sinon ils passeraient leur temps dans la voiture. Et quand ça commence à être intéressant, ils y vont. Ils qualifient autant que possible l'objet. Ils nous envoient. Nous on dit oui, ça pourrait être utilisé là, ça pourrait être utilisé là. On consulte bureau d'études s'il s'agit de structure, bureau de contrôle s'il s'agit de tout. Et à ce moment-là, vous avez déjà un plan? Oui, ça on a. Et avec des réserves, comment on fait pour la variation des codes? On a des hypothèses de dimensionnement général. Sur le restaurant, on a changé complètement de forme, mais la surface est la même. La façon de s'accrocher architecturalement à l'existence est la même. Maintenir le pain, c'est la même, etc. Ensuite, il y a une deuxième temporalité, c'est le moment où les objets sont disponibles et le moment où on les met en œuvre. Là, inévitablement, on a un temps
de latence, c'est complètement impossible autrement, c'est-à-dire qu'il faut les stocker quelque part, parce qu'il faut les évacuer du chantier de démolition ou de déconstruction et les stocker quelque part. Donc Emmaüs a loué un entrepôt, parce que c'est propre, le locaux étaient insuffisants puisqu'on procédait par effet tiroir, donc on était déjà en train de désactiver des zones d'activité normale. Donc on a loué un entrepôt pour stocker, pour avoir un stock tampon de ce qu'on utilisera. Et ça, pendant pratiquement un an, hein, le temps de développer. Autre temporalité, ça on a eu un sujet externe, c'est une chose qui s'est appelée le Covid. Ça a dû aider. On y est pour rien. Ça Mais ça nous a permis de faire durer le temps de cueillette. Faut admettre. Voilà. Mais c'est un cirque, c'est clair. C'est plus complexe, hein, on est d'accord. Ça peut pas être plus simple. Alors, oui, bien sûr, si on. Et c'est un petit peu ce qu'on essaie de retenir. C'est des modes opératoires qui anticipent. C'est-à-dire d'anticiper sur la déconstruction, c'est-à-dire d'avoir l'information qu'il va y avoir des éléments, des fenêtres, des poutres, des choses comme ça, quasiment un an avant. Et on le sait un an avant, puisque nous, les projets, on les fait qu'il y en a un an avant de taper dans la butte. Donc, sur le système de déclaration, soit de permis de construire, soit de permis de démolition, il faudrait qu'on ait une base de données qui soit collectée et qu'ensuite on puisse, à partir de ça, qu'il y ait des gens qui soient affectés, ça ne peut être financé que par la collectivité, parce qu'au départ ça ne gagne pas sa vie, et qui fasse une sorte de base de données numérique pour éviter d'avoir à trimballer les choses d'un endroit à l'autre avant de dire je vais les utiliser. Donc c'est ce vers quoi on essaie d'aller dans le futur pour que ce soit vraiment un élément de vocabulaire disponible au même titre que n'importe quel catalogue de matériaux et que ce soit absolument intériorisé par les concepteurs, qu'on se dise bon, qu'est-ce que je pourrais employer, ah bah tiens, je parle là-dessus, toi que je pré-réserve, etc. Pour éviter ce boulot d'étranglement. Donc on a une question là, juste devant. Julien Auturier, Arts et Métiers, Angers. Alors c'est les Arts et Métiers à Angers. Voilà. Hop, merci. Est-ce que vous savez mesurer à peu près l'impact financier du réemploi sur le chantier? On parle tout de suite d'argent. Bah oui, désolé, je suis pas très drôle. Ah, il a une idée en tête. C'est pour un. Puis il y a de quoi faire chez vous. Hein. En toute chose à la mesure. En toute chose à la mesure. Oui, bien sûr. Au départ, on a évalué, on était à peu près à un peu plus de 100 000 euros d'économie. Globalement. Oui, mais on ne peut pas faire une promesse permanente pour tous les projets en disant qu'on va économiser quand même. C'est important de dire ça. Parce que le premier sentiment, et d'ailleurs c'était bien, c'est de dire que puisqu'on nous donne des matériaux, on va économiser de l'argent. Tout faux. Tout faux. Oui, à peu près. Parce qu'en fait, on met en regard un système qui va de l'arbre qu'on coupe dans la forêt, de l'extraction mécanisée, ultra mécanisée, la construction, le conditionnement, le stockage, le machin, de tout. On met en regard ce système extrêmement rodé, et heureusement qu'il l'est, sinon on pourrait pas avoir une société aussi développée. On met en regard cette chose qui est absolument maîtrisée sur tout le cycle, en face de gars qui sont à la brouette de téléphone, le machin, qui prennent une remorque à voyager, je peux t'emprunter ta remorque, j'ai 3 fenêtres à récupérer, à trifouiller les oies, etc. Donc évidemment, ça a beau être donné, c'est très dévoreur de temps. J'en reviens à l'équation, combien que ça coûte. En fait, on pensait économiser environ 100 000. Pour l'instant, on est aux alentours d'une économie d'environ 20 000. Ça veut dire que dalle par rapport à 2 millions de montants de travaux. D'accord? Mais ça veut dire équilibré. Mais la balance est faussée. Parce qu'on a beaucoup d'heures qui sont des heures de volontaires. D'accord? On a du chantier participatif, on a du chantier aussi d'insertion, j'ai oublié de le dire.
tout ce qui était mis en place de contreplaqué anti-choc, c'est de l'insertion. Donc c'est des choses qui sont hors circuit, on va dire. Et votre temps à vous, tout à l'heure on a eu un architecte militant qui a offert à son client du temps, si j'ai bien compris. Vous, comme tous les architectes, vous-même alors, architecte militant également, vous avez offert du temps aussi? Oui, oui, bien sûr, mais oui, c'est sûr, évidemment. Heureusement que j'ai une fortune personnelle. Toi aussi. Bon, non mais... Donc en fait, derrière la question, c'est le côté généralisable. On peut offrir du temps sur un projet en disant celui-là, on a envie de s'investir, il y a une bonne raison, Emmaüs, c'est mon histoire personnelle, etc. Mais on est tous quand même en train de se dire sur le réemploi, on a envie de généraliser. On a ici beaucoup d'architectes qui se posent la question de savoir comment convaincre un maître d'ouvrage d'y aller, mais qui n'ont pas forcément envie, pour tous les projets, de passer 10, 20, 30% de temps en plus, ou même plus encore. Comment vous voyez ça à la perspective comment se faire financer ce temps-là demain? Alors, d'abord, il faut expérimenter. Et cette chose-là, qui est une sorte de prototype, n'est pas extrapolable. Pourquoi? Parce que notre maître d'ouvrage est lui-même militant. Et dans toute la démarche d'accompagnement, de partage de la réflexion, de recherche de financement, etc., sans un maître d'ouvrage comme Emmaüs, sans un leader du projet comme Jean-Marc Legrand, qui n'est pas là, mais qui a une connaissance des circuits, c'est tout simplement infaisable. Mais il ne s'agit pas d'extrapoler, mais de se servir de tout ce qui est extrapolable là-dedans. Et en vrac, d'abord la façon de travailler nous, archi. Il faut arrêter de détailler le projet trop en amont, parce qu'il va changer au fur et à mesure. Donc, j'ai été obligé de dire à François, au collaborateur, t'arrêtes, tu ne fais pas de détails à cet endroit-là. On ne sait pas ce qu'on va voir. Tu ne fais pas de détails. Tu fais un truc qui est au niveau esquisse, on dépose le permis sur cette base-là. Et c'est après qu'on va faire les outils permettent de ne pas trop détailler. On n'est pas aujourd'hui avec nos logiciels qui poussent à mettre tout en détail. On y arrive à faire du flou-flou. Ouais, il ne faut pas utiliser le BIM. Il ne faut pas utiliser le BIM. Mais c'est un peu ça que je voulais. En fait, c'était ça dans ma question. Donc, tu as bien compris. Donc là, pour le coup, le BIM, il n'aide pas là. Alors, quand tous les matériaux auront été rentrés, mais ça, à la limite, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens, et travailler avec eux. Et quand on était, soit avec Nicolas, soit avec les gens d'État de Vie, à se poser la question, parce qu'évidemment, on avait fait un détail, mais il est faux le détail. Même si on l'a fait parce que la fenêtre qui arrive, elle n'a pas la même épaisseur. Ah bah oui, je faisais ça en 35 mm. C'était ça non plus. Bah non, bah oui, c'est sûr, c'est la matière. La matière et les gens. Et c'est ça là-dessus. Vous avez parlé de l'administration tout à l'heure, dépôt de permis de construire, donc un permis flou, ou sans trop de détails, ça passe. Ou des détails faux. Ou des détails faux, mais dont on dit qu'ils sont faux, parce que c'est ça que vous avez dit tout à l'heure, vous avez été transparent. Oui, on s'est efforcé de sensibiliser, plutôt que de dire l'administration est un ennemi qui ne comprend rien, et de toute façon, il faut en cacher le plus possible, parce que de toute façon, ils ne comprennent rien. Non, on s'est dit, on va leur dire, voilà comment on va bosser. Et pour qu'on puisse bosser comme ça, il ne faut pas nous emmener trop loin, trop tôt. On va y aller, puis au fur et à mesure de l'avancée du projet, on prendra toutes les précautions possibles pour pas déraper, et à la fin, on a un permis. Voilà. J'étais à Batimat en octobre, comme peut-être un certain nombre d'entre vous, et j'ai entendu un ministre de l'écologie qui avait l'expérience d'un projet comme celui-là, disant que effectivement c'était intéressant aussi du point de vue de l'administration, ça fait bouger les lignes dans l'administration, d'être obligé de tenir compte d'une réalité, que si on veut réellement développer le réemploi, il y a un moment il faut aussi savoir bouger les lignes. C'était assez chouette d'entendre parler d'Angers,
à Batimat et d'un projet de proximité. Quand il est passé pour l'inauguration, j'ai vanté la grande souplesse de l'administration française. Et ça fait rigoler tout le monde. Et puis après, petit à petit, ils se sont dit, bah tiens, oui, putain, finalement, peut-être ça se... Mais oui, je crois qu'il faut passer comme ça, il faut y arriver. Et donc, on n'arrivera pas à faire du réemploi. Ah oui, j'ai oublié un petit chiffre, 42 millions de tonnes de déchets, le bâtiment en France, par an. 42 millions de tonnes de déchets. Le premier émetteur de déchets, c'est nous. Oui. 42 millions de tonnes. Et dans ces 42 millions de tonnes, on peut bien estimer qu'il y a au moins un bon tiers qui pourrait être réemployé. Un bon tiers. Et pourquoi? Pourquoi qu'un tiers et pas deux tiers? Parce que ce qui pèse le plus lourd, c'est le béton, évidemment. Ou tout ce qui est pierre, tout ce qui est fichu par terre, tout ce qui est gros œuvre. Alors, je fais une petite parenthèse, à Nouvelle-Ville, on est en train de travailler avec un groupe sur le recyclage du béton dans le béton. Parce qu'actuellement, on recycle le béton en sous-couche routière, donc c'est une valorisation qui est intéressante pour les travaux publics, mais comme a priori on devrait aussi voir une certaine diminution du nombre de routes nouvelles qui vont se construire, donc il faut trouver un usage et afficher du béton recyclé, c'est intéressant. On a du béton qu'on cassait sous le sol de la salle de vente, par exemple, et on l'a fait en revêtement routier, la salle de vente, avec un engin de route. Donc, c'est pas... Et ça a un effet imprévu, c'est que du point de vue phonique, on a l'impression d'être sur du velours. C'est incroyable, ça absorbe. Et l'autre effet qui n'était pas anticipé, c'était anticipé par le thermicien au niveau de la non-isolation de la dalle. C'est-à-dire qu'on n'a aucune isolation entre le sol d'appui et la surface utilisée. On utilise en fait l'inertie thermique de la Terre. C'est-à-dire que comme on a une alternance usage, non-usage, usage, non-usage, eh bien on ne chauffe pas ni les murs, ni le sol, quoi. Et on a simplement l'inertie du sol. Donc la salle des ventes n'est pas chauffée? Si, elle est chauffée les jours d'usage par simplement un flux d'air, mais comme elle ne descend pas en température puisqu'elle est très isolée, et le seul endroit qui n'est pas isolé, c'est son contact à la Terre. Et donc on a une inertie. On est à la fois isolé et inertie. Alors, est-ce qu'il y a une question complémentaire? Le CIE. Alors, une question et un ressenti aussi. Je trouve ce travail fantastique. Ça, comme nous tous ici, je pense qu'on est très sensibles à ça. Ça me fait aussi penser au travail d'artistes comme Louis Ponce ou Richard Rack, notamment en Anjou, Louis Ponce n'est pas en chemin, qui font tout un travail artistique à partir du réemploi de choses qu'ils trouvent dans la nature, voire d'anciens livres, etc., etc. Et je trouve ça superbe, la photo, c'est une œuvre d'art. Pour moi, c'est une œuvre d'art. Voilà, ça c'est la partie sensible. Et je vais faire avocat du diable pour la deuxième partie. Allez, c'était bien parti pour toi. Le diable. On est à la fois sur une approche... Oui, ça marche. On est à la fois sur une approche extrêmement environnementale, par effectivement aller chercher les choses qui existent, et comme tu l'as dit aussi, d'abord utiliser le lieu, le foncier, le bâtiment, pour ne pas détruire, etc. Et l'autre question, c'est le bout de la chaîne. On est aussi dans une approche environnementale où on demande des performances techniques, des performances étanchéité à l'air, etc., etc. Comment ça marche? Parce que là, j'ai l'impression qu'on est à chaque bout de la chaîne vers des choses qui ne sont pas forcément, qui ne joignent pas, peut-être qui ne joignent pas, quoi. Voilà. Alors, est-ce que c'est mesuré déjà? Et comment ça marche? Il n'y avait pas d'émission de télé à l'époque? Comment ça marche? A priori, ça marche. Oui, mais c'est comment? Alors, comment ça dépend des fois. C'est pour ça que j'ai insisté dès le départ. En fait, on a plusieurs programmes dans un. Sur la partie restaurant, nous sommes avec des matériaux mis en œuvre selon les fenêtres, par exemple, ont toutes les bonnes caractéristiques, les dernières caractéristiques possibles, etc. La mise en œuvre de la paille, c'est participatif, mais on a fait appel
à un pro de la paille qui est ici, et pour qu'on sache comment faire, pour que ce soit avec le bon niveau de compression de la paille, la bonne humidité, etc., etc. Les bons retardateurs aux endroits qu'il faut, etc. Ça a l'air d'être joyeusement improvisé, mais ça n'est pas tant que ça. Ça, c'est pour la partie habitat. On a utilisé le fait qu'on n'est pas aussi contraint par les ateliers. D'accord? Et donc, on a utilisé du double vitrage années 80, qui est quand même pas mal pour un atelier, et on a isolé toutes les zones de l'atelier. Donc, je vous parlerai de la source d'énergie après. Et dans la salle de vente, c'est pareil. Là où on a une façade qui ne peut pas remplir ce qu'on attendait au point de vue étanchéité, ben on en a une deuxième derrière. Et l'une plus l'autre, ça a été calculé par BTMJ, notre bureau d'études thermiques. Et voilà. Alors l'énergie. Oui, l'énergie. C'est aussi encore un autre sujet. L'énergie, on a plusieurs sources. Tout ce qui est production d'énergie photovoltaïque est mise dans le réseau, on n'en tient pas compte là. On a utilisé l'énergie résiduelle de la chaufferie bois déjà en place depuis, je sais pas, il doit y avoir bien une bonne dizaine d'années. Et le bureau d'études a fait un calcul sur l'énergie, la puissance résiduelle, l'a boosté un peu en lui baissant les trapèzes. Enfin, c'est un truc. Ah, vous faites ça sur les chaudières, non? On fait ça sur les chaudières, ouais. On est très très bien. Et donc, ça a permis, cette puissance résiduelle, de chauffer le restaurant et la nouvelle salle de vente, en air pulsé, les deux fois. Les ateliers sont chauffés par de la géothermie, qui est géothermie sans puisage, avec une boucle qui est en terre et qui s'en va, et qui nous permet de chauffer les ateliers. La question c'est? Une pompe à chaleur sur la géothermie. Il y a une pompe à chaleur liée à la géothermie. Puisqu'on est dans la mise en œuvre, le fer, il y a la paille, on a avec nous deux représentants de la CAPEB, des entreprises. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de la mise en œuvre? Au-delà des chantiers participatifs, comment justement les entreprises ont travaillé avec ce côté participatif? C'est pas toujours évident. C'est pas, oui, ça pouvait être même un sujet d'inquiétude, de faire travailler des entreprises du secteur concurrentiel à côté de gens qui avaient peut-être piqué la bagnole du menuisier des jours avant, je ne sais pas. Et les chantiers de réinsertion, c'est pas que des gens recrutés au cours des oiseaux. Donc il y avait ça, il y avait les volontaires qui sont toujours un peu chiants parce que c'est les gens qui s'en foutent, qui sont là un peu dilettantes, etc. Et bien ça a très bien marché. Tout ça, ça a fait qu'il y avait un respect mutuel des différentes équipes, des différentes... franchement, c'est inespéré. C'est inespéré. Les gens qui se prêtaient les outils, incroyable. Incroyable. On demande un petit témoignage sur la paille? Ouais, bon, on a Leslie ici qui a été bénévole. Est-ce que tu... Comme c'est filmé, voilà. Merci. On a Leslie on avait vraiment des bénévoles super. Pareil, pour le réitérer sur un autre chantier, je souhaite que ce soit toujours les mêmes bénévoles, donc j'ai gardé les numéros. Et ouais, on a une dynamique bénévole à Emmaüs qui a vraiment permis de gagner en temps de chantier. Par exemple, le restaurant, j'ai eu les mêmes personnes qui sont venues ensuite sur les ateliers. Le restaurant s'est fait en 3 jours, c'était 70 mètres carrés de mur. Les ateliers, c'était 200 mètres carrés, on l'a fait en 4 jours. Et enfin voilà, ça bombardait à partir du moment où on avait organisé les équipes. Après, ça a déroulé. Et c'est sûr que moi, j'avais besoin d'avoir quand même une trame d'ossature bois qui ressemblait à quelque chose qu'on pouvait remplir. Ça n'a pas toujours été le cas. Qu'est-ce que ça veut dire? Et bon, après, voilà, c'était à moi. C'était, oui, et dans le restaurant, on peut voir peut-être dans la salle de resto, dans l'ossature, il y a. Ouais, encore avant. Voilà, par exemple, il y a des grosses diagonales là, il a fallu remplir. Ça s'est fait en complément avec du métis. Et du coup, ça a permis
aux bénévoles d'expérimenter la fabrication de bottes triangulaires. Voilà. Donc c'est des choses voilà, que j'ai pu les amener à cette technicité, parce qu'en fait, comme ils étaient hyper performants sur le standard, après on allait chercher des choses voilà, un peu plus pointues. Et puis voilà, on mangeait bien, parce que, ça compte. parce que dans les chantiers participatifs, la nourriture c'est important. Et comme on avait une salle de resto qui était en train d'être faite, voilà, c'était encore plus motivant. Donc ça, c'est un petit secret. Hein. Vous retiendrez un truc, c'est avoir une salle de resto correcte à côté. Et à propos de la nourriture, justement, simultanément au chantier, c'est-à-dire exactement en même temps, ils ont mis en route une ferme maraîchère bio qui répond à l'ensemble des besoins tout au long de l'année, que ce soit de la partie restauration des permanents, ou des bénévoles, ou des chantiers, ou des invités. Enfin, et tout ça, c'est presque un monde idéal, quoi. On se passe. Vous avez une question? Alors il y a le micro qui vous arrive, vous allez voir. Vous voulez vous présenter à nouveau? Nicolas Martin, architecte avec cette architecture. Alors, je vais être moins polémique tout à l'heure. J'ai deux questions qui vraiment m'interrogent sur le chantier participatif et puis sur la pérennité bâtiment. Alors, chantier participatif, les deux questions, c'est le même sujet en fait, c'est une question d'assurance en fait, parce qu'on entend beaucoup parler de justement chantier participatif. Nous, en tant qu'architectes, forcément on assure notre travail, on est le maître d'ouvrage signe directement avec des entreprises qui ont des décennales, etc. Donc voilà, il y a quand même un contexte qui est lié aux assurances assez important. Donc je voulais savoir comment est-ce que vous l'aviez traité sur ce dossier-là. Et puis mon autre question, en fait, elle concerne la ressource, effectivement, vous l'avez évoqué. Et je me dis, est-ce que ça fait naître chez Emmaüs un désir de créer cette ressource, justement, pour nous, architectes, qui nous permettrait, voilà, à terme, de dire, voilà, on a un stock de 200 fenêtres, qu'est-ce qu'on en fait? Et nous, ensuite, on fait fonctionner notre matière grise pour réutiliser, dans un contexte de bâtiment public ou autre, ce type de matière première. Deux belles questions. J'étais gentil. Il n'était pas écrit non plus. Un peu décevant. Alors, quand même, c'est gentil, mais c'est faussement gentil, parce que le coût des assurances, là, c'est pas confort quand même. J'ai appelé plusieurs fois la MAF. Ils m'ont dit qu'ils avaient des spécialistes qui me rappelaient. J'ai rappelé. Ils ont toujours des spécialistes qui vont me rappeler. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Bon. On a été invité à intervenir à Tours sur un certain nombre de choses. C'était organisé par la ville de Tours, et où il y avait un représentant de la SMA BTP. Le mec, vraiment, très, c'est clair. Ils assureront que le jour où la loi aura défini le cadre de l'assurance, or, ça passera par la certification, par les gens qui vont qualifier les différents, etc. Des gens qui devront être assurés d'un nouveau marché. Donc évidemment, c'est des gens qui n'assurent que ceux qui ne comportent qu'un minimum de risque. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est la chose suivante. On n'avait pas à attendre qu'ils fassent passer une loi, etc., les manifs, tout ça. On n'avait pas à attendre ça. Donc, on a dit zéro remarque négative du bureau de contrôle sur aucun des bâtiments. Et on assure. On assume. Voilà. On a des ingénieurs, on a les bureaux de contrôle, on a tout ce monde-là. Merde, s'il faut encore un marchand de parapluie, c'est là. Et donc, comment vous êtes parvenu à avoir zéro remarque négative de vos bureaux de contrôle? À chaque fois qu'on choisissait un matériau de réemploi, on en parlait avec eux. Ça n'a pas toujours été oui. Tout à l'heure, j'ai parlé du gymnase cousin que je voulais absolument utiliser parce que
C'est un élément qui, du point de vue histoire des techniques, était intéressant, puisque c'est une structure mixte bois et acier, fer en fait. C'est un élément très intéressant du point de vue architectural, puisque c'est le témoignage du rapport social patronat-ouvrier au début du XXe siècle, avec le patronat qui finançait les espaces de pratique du sport, de pratique de la musique, etc. etc. Je ne montre pas dans les détails. Tout ça, c'était intéressant en tant que réemploi et mise en place d'éléments caractéristiques de notre histoire commune. Bien. Mais quand on a essayé de faire ça, on s'est heurté à plein de problèmes, notamment le bureau de structure qui a dit « Oh, mais je ne sais pas comment qualifier, je ne sais pas comment mon logiciel ne sait pas dire combien ce bout de bois peut, machin, etc. » Le bureau de contrôle qui a commencé à changer de couleur, il ne veut pas, etc. Et puis, en fait, bon, il y a bien un moyen. On prend une ferme, on la détruit, on l'emmène jusqu'à la limite de rupture ou la limite élastique, on dit voilà, ça peut aller jusqu'à temps, on prend la moitié ou le tiers, et on est sûr que ça marchera. Oui, mais ça, il faut convaincre le propriétaire qu'on va lui casser un bout de bâtiment et que peut-être on prendra le reste, mais c'est pas sûr parce qu'il faut que ça marche. Pas facile. Pas facile. Pas facile. Troisième sujet. Temporalité. En fait, ils ne sont pas encore détruits, ils ne sont pas encore déconstruits. C'est plus propre. Ils ne sont pas encore déconstruits et nous, c'est fini, c'est livré, ça marche depuis août. Donc de toute façon, il y avait un coincement, on n'y arrive pas. Et quatrième chose, collégialement, avec les bureaux d'études, avec le maître d'ouvrage, avec le bureau de contrôle, avec l'archi, on s'est dit, bon, ça va nous coûter une énergie pour pousser ce truc-là, ça va nous coûter tout notre temps, bon, on largue. On fait un truc conventionnel, en plus c'est un ERP, l'endroit où vous voulez utiliser ça. Bon, tant pis, ce sera pour la prochaine fois. C'est pas encore démoli. Tous les espoirs sont permis. Le bâtiment où nous sommes a bien failli être démoli. Oui, c'est ça, on le sait, on connaît l'histoire. Là, on a vu que les questions étaient remplies pour l'essentiel en paille. On s'est demandé pourquoi vous n'aviez pas mis de l'enduit terre. Vous n'avez pas été jusqu'au bout d'une démarche, y compris dans la salle de restaurant. Oui, alors ça très bien, c'est une question qu'on s'est posée. Le bois permettait d'aller plus vite. Ça inquiétait moins un peu tout le monde. Ça permettait d'aller plus vite puisque pendant la période où on fabriquait ça, on louait un baraquement, un truc d'Algeco pour faire le restaurant temporaire. Il fallait qu'on aille vite. Donc, et là, on a une autre question. On a l'impression que les volets roulants, ils auraient peut-être pu être imbriqués dans le mur. Enfin, on se demande pourquoi est-ce que... Enfin, le bloc là de store. Alors, figurez-vous que c'est de la récupération, donc on l'a pris comme c'était. C'est ça. Il y a une autre question. Ça, on a l'impression que c'est de la clim. Eh ben, c'est pas de la clim, c'est de l'air pulsé, c'est ce qui est. Donc, comment on a une boucle d'eau chaude qui vient de la chaufferie de bois dont je parlais tout à l'heure. C'est le chauffage. Qui vient en appoint avec une boucle d'eau chaude sur les radiateurs qu'on voit. Ça nous sert aussi, puisqu'on est quand même. On a un renouvellement d'air important à faire dans un seul restaurant. Je ne sais pas s'il y a une autre question, moi j'en ai encore une petite en réserve comme ça. C'est le confort d'été dans la salle de vente. Comment. Alors maintenant, on n'a pas encore eu un été, on va l'avoir là. Alors, on a quand même eu l'expérience de la canicule où on était en chantier. On avait un problème, c'est que tous les ouvriers du chantier venaient se réfugier là, parce qu'il faisait beau. Donc c'est l'inertie dont vous parlez tout à l'heure qui leur apporte ça. L'isolation et puis l'ensoleillement, enfin le jour direct vient du nord, hein, plein nord, et en fait j'aurais voulu qu'il soit plus important. Hein? Erreur au plein nord. On recommence la polémique. Non, mais Victor. En fait, oui, on a, j'ai oublié d'en parler, on a l'isolant du rampant qui est donc en métis, qui est du coton recyclé, c'est une invention initialement lancée par Emmaüs.
Et on a des bacs perforés en dessous, ce qui nous permet d'avoir aussi une ambiance sonore très, très feutrée. Mais c'est quand même très épais, et j'étais un peu déçu, parce que ça m'a un peu bouffé du jour. Donc voilà. Et est-ce que vous utilisez, un peu comme on en parlait tout à l'heure, le côté cheminée thermique pour évacuer la chaleur par le haut? C'est pareil, ça faisait partie de mes rêves les plus fous, ou en tout cas de mes demandes, mais en réalité, on était un peu au bout du budget possible, et en fait, on fait ça en ventilation traversante, c'est tout simple. Et il suffit d'avoir la porte plein sud qui est ouverte, et puis un autre bout qui est sur une autre orientation, et c'est aussi simple que ça. Bon, mais c'est encore une petite question. Est-ce que je peux poser une question hors projet? Ah, bien sûr, oui, bien sûr. Sur la maison d'Adam? Non. En fait, la question, c'est par rapport à ton expérience. Est-ce que tous ces principes, cette analyse, ce travail, s'applique aussi au bâtiment à étage, avec des conditions de sécurité, des ERP, etc. Je dirais, parce que là, on est un peu dans un contexte un peu idéal, entre guillemets. Rez-de-chaussée, pas de proximité d'autres bâtiments, pas de conditions d'évacuation difficiles, etc. Est-ce qu'on peut envisager, il y a peut-être déjà des expériences, que cette démarche que l'on emploie s'applique aussi à des bâtiments à étage en centre-ville, etc. Alors, sûrement que oui, mais est-ce qu'il y a des contraintes ou d'autres choses? Et il y a une question complémentaire. Oui, vas-y. Je la pose. Alors, je me demandais si c'était une suite. Non? Alors, c'en est une autre. Alors, d'abord la réponse, et puis. Leur réemploi en centre-ville, on n'arrête pas. Hein. On n'arrête pas. On est sans arrêt. Mais c'est le premier réemploi, c'est le réemploi des bâtiments qui existent. Et la formule, c'est on bâtira la ville de demain sur la ville d'aujourd'hui. Et avec la ville d'aujourd'hui. On parlait de maison d'Adam, c'est ce qu'on fait en ce moment. On répare, on restaure, on transforme. La synagogue, c'est du réemploi. C'est des choses qu'on fait sans le savoir depuis à peu près toujours. Hein. Et donc on aurait pu avoir ce niveau de complexité, au troisième étage en centre-ville. Avec autant de matériel. Alors pour distinguer la structure et le. Voilà. Tout ce qui va avoir un problème de structure à résoudre. Là, il faut absolument qualifier ce que l'on va utiliser. Alors les charpentiers, ça fait des siècles qu'ils réutilisent des éléments de charpente simplement en les regardant, en voyant comment ils ont vieilli, comment ils ont pris la flèche, et ça marche. Les tailleurs de pierre, pareil. Il y a un savoir-faire même en gros œuvre. Dès qu'on commence à vouloir le valider par un ordinateur, ça devient plus compliqué parce que lui, il faut un paramètre de départ qu'on ne va pas pouvoir lui donner. Mais c'est un peu la question, c'est pas par rapport à l'histoire. Oui, ouais. Donc ça passera, si on veut être dans le circuit normal de l'assurance-abilité, ça passera par le système de qualification et de certification. Mais évidemment, comme c'est pas, on ne va pas faire ça poutre à poutre, ça va coûter 10 fois le prix de la poutre. Donc, il va falloir que les professionnels prennent leurs risques. Voilà, c'est tout. On a des bons charpentiers, on a des bons maçons, on a des bons ingénieurs, on a des bons architectes, et ben voilà, il faut y aller. Tout. Les deux dernières questions, et après on. Alors, Lionel, attends 2 secondes, le micro. Oui, dans le même ordre d'idée, est-ce que tu penses qu'on pourrait confronter ce type de projet à la moulinette et au logiciel de l'ARA 2020? Et alors, question complémentaire. C'est l'amoureux de Mies van der Rohe qui te parle. Je voudrais savoir, si tu veux, si par rapport à ces problématiques de réemploi, à un moment, tu te fixes des choses, là non, si tu veux. D'accord, c'est du réemploi, mais c'est trop moche. Et donc ça ne rentre pas dans ce que je peux tolérer. Si tu veux,
la qualité architecturale passe aussi quand même par une qualité de rythmicité, de choix de matériaux, de rigueur formelle, de rigueur de dessin. Et alors, bon, voilà, après il y a la morale du réemploi qui est une voie qui est très intéressante. Mais à ce moment, tu te dis, non là franchement, d'accord, mais c'est trop moche, je ne le fais pas. As-tu des limites? As-tu des limites? Alors, on a deux questions. Une, c'est l'applicabilité avec la nouvelle réglementation de ça, et puis après le caractère esthétique. La question provocatrice, elle changeait de côté. Alors, effectivement, quand on fait du réemploi, il ne faut pas être fétichiste de la forme. Il faut avoir un certain degré de tolérance. Bon. Mais en même temps, on parlait du sens tout à l'heure que l'on donne, et le côté patchwork que l'on a sur cette façade, par exemple, jamais j'aurais fait ça en habitat. Surtout l'habitat social. Parce que là, la personne va considérer qu'on la prend pour un clochard, qu'on lui fait un bidonville. Là, on fait une espèce d'hymne, enfin une espèce de manifeste, de je sais pas quoi, d'installation, de réemploi. C'est un peu provocateur presque. Voilà, ça c'est pour la limite. Et il y a toujours une limite, oui. Il y a une limite à la... oui, si on rend trop moche, mais le trop moche... Les goûts et les couleurs. Non, mais il y a du moche intrinsèque. Moi, si le sens... Si le sens est respecté par rapport à la question posée, si l'utilisateur est content, c'est le sens et l'humain, c'est ça mes limites. Après, tu as beaucoup d'œuvres d'art, mais l'architecture, c'est pas de l'art. Enfin, je veux dire, c'est pas une œuvre d'art. C'est pas la mise en œuvre d'un fantasme. C'est quelque chose où on répond à une fonction. Si la fonction est remplie, y compris dans ces aspects de structure, de thermique, etc., et que du point de vue sens, du point de vue de ce qui est exprimé, c'est cohérent, il en faudrait beaucoup pour me faire reculer sur l'usage de quelque chose. Si ça marche, tout ça marche. Et en sens un aéro 2020, c'est plutôt gagnant-gagnant, non? Puisque c'est 0 plus 0 lié à la tête à la zone d'Atoto. L'aéro 2020, je pense que de toute façon, le réemploi, on a un coefficient bonificateur qui est très bon au départ, en réemploi. Plus on est dans le réemploi, pour le bilan carbone. Oui, pour le volet carbone. Alors après, c'est peut-être sur le volet énergétique, on peut avoir, en termes d'isolation, moins de bénéfices. Là, je peux dire qu'au point de vue mise en œuvre et choix d'isolant, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on est mauvais. Et de toute façon, le bureau d'études thermiques a vérifié à chaque fois. Et tu n'étais pas contraint à cette réglementation à l'époque? Non. Oui, c'est vrai. Tu as raison. Et on a poussé aux limites possibles, notamment dans les ateliers, ça n'est toujours pas. Mais on a toujours été jusqu'au possible présentable de la législation en vigueur au moment. Ça, c'est vrai. Si on ferait pas de l'habitat comme on a fait la salle de vente numéro 2. Cela dit, en disant ça, je me dis que si, mais différemment quand même. C'est-à-dire que l'espace tampon qui fait 60 cm, eh bien, là on propose en ce moment de l'habitat social, où l'espace tampon, ça devient une pièce supplémentaire qu'on fait en réemploi, qu'on sort de la surface habitable, qu'on sort de la législation RE2020. Et quand même, comme espace de vie, comme espace offert à l'utilisateur, il a son mètre carré habitable, sa surface habitable qui est autonome, bénie par tous les évêques possibles, et les parties qui s'ajoutent quand le temps est favorable. Il va falloir bien apprendre à vivre avec le temps qu'il fait. Voilà. Merci beaucoup, si vous voulez bien applaudir François Terrien.